Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro des Plaisirs Sauvages de la chaîne La Horde Sauvage Podcast Cinéma. C'est David qui vous parle comme les numéros précédents. Je vais vous présenter un nouveau film en l'espace de quelques minutes, un petit plaisir personnel, en espérant vous donner envie de voir le film. Aujourd'hui, on va parler de Sherlock Holmes attaque l'Orient Express. Une réalisation de Herbert Ross, un scénario de Nicolas Meyer d'après son propre roman. Et puis bon, je reviendrai évidemment sur le casting. On va retrouver Nicole Williamson, Robert Duval, Alan Arkin, Vanessa Redgrave, Laurence Olivier. On va commencer par le synopsis, le petit point pitch du film, et puis ensuite on va évidemment développer tout ça. Donc l'histoire, c'est Sherlock Holmes qui est complètement accro à la cocaïne et qui devient ingérable, parano, et il est désormais convaincu que le professeur Moriarty est son pire ennemi, en même temps qu'un véritable génie du crime. Watson, avec la complicité du frère de Sherlock, Mycroft, décide de monter une supercherie qui conduira le détective à Vienne afin de rencontrer le docteur Sigmund Freud. Alors, autour du projet maintenant, on va décortiquer un petit peu et puis on reviendra sur plein de petits points évidemment autour du film. Sherlock Holmes attaque l'Orient Express adapte le pastiche holmésien de Nicolas Meyer, La solution à 7%. C'est le titre original du roman. Le titre faisant référence à la solution de cocaïne que s'injecte Sherlock Holmes. Alors ça c'est canonique, Conan Doyle dans ses propres textes où il mettait en scène Sherlock Holmes parlait de l'addiction à la cocaïne de Holmes. L'écrivain adapte lui-même son roman, je l'ai dit un petit peu plus tôt, et le récit proposé a le mérite de coller au canon holmésien établi par Conan Doyle au fil des 4 romans et des 56 nouvelles qu'il a écrits et qui nous narrent les aventures de son célébrissime héros. Voilà, il y a vraiment, et on s'en rend compte tout au long du récit, il y a plein de clins d'œil à ce qu'a établi l'auteur original et le créateur surtout du personnage. Le scénario mêle habilement 2 intrigues en une. La première qui démarre très vite concerne directement Sherlock Holmes, frappé de manière violente par sa terrible addiction. Alors ça, on insiste vraiment bien dessus, c'est joué de façon assez convaincante d'ailleurs par l'acteur. Un secret enfoui dans la mémoire du détective semble être au moins en partie la clé de ses problèmes. On assiste à des espèces de flashbacks où il y a un grand escalier, une image un peu bleutée, si je ne dis pas de bêtises, et puis ces images d'un grand escalier avec un enfant qui monte les marches lentement, et ça c'est une image récurrente dans le film qu'on va retrouver à plusieurs reprises. La seconde intrigue, parce que je le disais, il y en a donc 2 qui se croisent, la seconde intrigue qui se greffe au récit initial arrive bien plus tard. Il s'agira d'une enquête autour de l'enlèvement d'une jeune femme rousse, séquestrée et droguée pour des raisons inconnues, et qui est interprétée, elle, par Vanessa Redgrave. Alors, petit détail amusant concernant Vanessa Redgrave, elle avait joué un petit peu plus tôt, alors là on est en 1976, oui c'est vrai que j'avais pas dit l'année, Sherlock Holmes attaque l'Orient Express est sorti en 1976. Eh bien 2 ans plus tôt, nous l'avons évoqué dans La Horde Sauvage en première saison, Vanessa Redgrave jouait dans un autre film où le titre faisait référence à l'Orient Express, Le crime de l'Orient Express, d'après Agatha Christie. Voilà, donc petit détail amusant concernant l'actrice. Pour revenir au film qui nous intéresse aujourd'hui, les parcours de Holmes et Freud, donc puisqu'il se rend dans le cabinet de Freud, Holmes, après avoir été victime entre autres de la supercherie montée par son frère et son ami Watson, il va arriver devant le docteur Freud. Et les parcours des 2 personnages, alors l'un fictif, l'autre réel, puisque Sigmund Freud, je ne vais pas l'apprendre à grand monde, je l'espère, a réellement existé. Alors les parcours de ces 2 personnages se croisent dans le récit et leur personnalité se révèle assez complémentaire. Ça donne des interactions assez intéressantes entre les 2 tout au long du long métrage. Alors aujourd'hui, on est habitué aux histoires qui ont mis sur le chemin du célèbre détective des personnalités réelles ou fictives. On ne les compte pas, on ne les compte plus, et puis je ne vais pas les énumérer ici. Juste vite fait, on pourrait évoquer Arsène Lupin, Jack l'Éventreur, Oscar Wilde, etc. Que ce soit en support littéraire ou cinématographique, ou même parfois en BD d'ailleurs, Sherlock Holmes a rencontré plein de personnages connus. Mais dans les années 70, ce concept était un petit peu plus frais, un petit peu plus novateur, on va dire. Tout en créant une intrigue inédite, Nicolas Meyer, l'auteur du roman, intègre son scénario dans le puzzle que constitue le canon. Alors ce qu'on appelle le canon, c'est donc ce qu'a écrit Conan Doyle, je le redis. Donc Nicolas Meyer intègre son scénario dans le puzzle du canon et se réapproprie la mythologie holmésienne avec intelligence et non sans humour. Il y a beaucoup d'humour dans le film. Notons que le scénariste sera nominé d'ailleurs aux Oscars pour l'adaptation de son propre roman. De même, en revoyant le film, on constate la richesse visuelle des décors et des costumes.
Nous sommes à l'époque victorienne, bien entendu, qui se prête à des résultats souvent très esthétiques à l'écran. Alors, et puis moi, ça me parle tout particulièrement, évidemment. Sherlock Holmes attaque l'Orient Express propose de nombreux décors différents, des extérieurs qui, superbement photographiés par le chef opérateur Oswald Morris, à qui l'on doit entre autres Moby Dick, Dieu seul le sait, de John Huston, mais aussi Lolita de Kubrick ou encore Le Limier de Mankiewicz, de Joseph Mankiewicz. Les extérieurs donc photographiés par Morris sont vraiment un régal pour les yeux. La richesse visuelle des intérieurs et le charme si typique de cette photo régulièrement vaporeuse dans les 70s, hein, et Sherlock Holmes attaque l'Orient Express n'y échappe pas, tout cela fait de ce film une réussite technique, visuelle, artistique, hein, qui viennent s'ajouter toutes ces qualités aux qualités d'écriture, avec son histoire rythmée et très dense, parce que vraiment, le film fait à peu près 1h50, je crois. Ça n'arrête pas, hein. Pendant 1h50, c'est riche, ça envoie, il y a du dialogue, voilà, il y a de la sous-intrigue, tout ça s'entremêle, mais ça reste très limpide. Vraiment, c'est très chouette à suivre. Alors s'ajoute à toutes ces qualités techniques, visuelles, le casting, et c'est non négligeable hein, de ce point de vue-là. Là, on va développer un petit peu plus. Car oui, on ne peut pas faire autrement que s'attarder sur les quelques têtes d'affiche du film. Alors Nicole Williamson, dans un premier temps, donc, qui interprète Sherlock Holmes. Alors je l'ai dit, hein, Sherlock Holmes très convaincant, très torturé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il passe quand même quasiment un tiers du film à transpirer, à avoir des hallucinations, à se tordre de douleur, alors de douleur autant psychologique que physique d'ailleurs, dans le lit. Enfin bon, il joue vraiment un Holmes très très perturbé. Et on s'éloigne ainsi de certains stéréotypes du personnage. Alors, le moins qu'on puisse dire est que l'interprétation de Nicole Williamson est assez originale. Donc il met vraiment en avant le caractère drogué du détective. Alors on a pu voir cet acteur, il n'a pas joué dans énormément de films, mais on a pu le voir entre autres dans Excalibur de John Boorman, La Rose et la Flèche aux côtés de Sean Connery et Audrey Hepburn, ou encore La Veuve Noire de Bob Rafelson. Voilà, pas forcément dans des premiers rôles dans ces films-là, mais enfin en tout cas il est présent et on peut lui trouver une certaine ressemblance physique avec la manière dont on se représente Sherlock Holmes en général. Bon, ça c'est plutôt un bon point supplémentaire en plus de cette interprétation vraiment chouette qu'il fait du détective. Signalons encore le grand acteur de théâtre Laurence Olivier, qui, acteur de cinéma également, hein, évidemment, campe ici un surprenant professeur Moriarty, à la fois faible et craintif. Il est pour beaucoup dans le caractère décalé du récit, hein, même si on le voit assez peu, hein, il a très peu de séquences, mais qui arrivent assez tôt. On est loin du génie du crime croisé dans bien d'autres adaptations. Donc vraiment, Laurence Olivier contribue complètement à ce côté décalé. Hein, donc pas négligeable dans le projet global. Robert Duvall, alors lui un petit peu plus connu. Figure incontournable de bon nombre de films américains des années 70, entre autres. Hein. Alors on peut citer MASH, on peut citer Le Parrain, on peut citer Network de Sidney Lumet, on peut citer évidemment Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Il tourne, Robert Duvall est toujours vivant aujourd'hui. Hein. Il a tourné il y a très peu de temps, hein, je ne sais pas s'il a un projet en cours, mais enfin bon, il a une filmographie qui s'étale sur un paquet de décennies. On pourrait citer un paquet de films vraiment importants avec lui. Hein, La nuit nous appartient de James Gray, par exemple. Donc il tourne jusqu'au début des années 2020. Et c'est lui, dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, qui campe un Dr Watson assez touchant. Vraiment touchant, moi je trouve. Physiquement, il fait très bien le job aussi. Et puis il est canonique également, hein, respectueux de ce qu'a écrit Conan Doyle, jusque dans le fait qu'il boite. Puisque tout au long du film, Robert Duvall, alors sans que ce soit complètement marqué, mais on voit bien qu'il a une gêne dans la jambe, et bien ça c'est canonique puisque Watson est censé boiter. Ça avait été repris entre autres dans le film de Guy Ritchie, Sherlock Holmes, sorti fin des années 2000 avec Jude Law dans le rôle de Watson. Et bien Jude Law boitait lui aussi. Voilà. Donc ça, faut savoir que c'est canonique, c'est pas une fantaisie de scénariste ou de réalisateur ou même d'acteur. Voilà. Donc on n'a pas un docteur un peu idiot comme cela arrive assez régulièrement dans certaines adaptations. Hein. Là, Watson est tout ce qu'il y a d'intelligent. Hein. Rappelons quand même que c'est un docteur. Donc quand on est docteur, a priori, on n'est quand même pas complètement idiot. Et c'est un très bon personnage secondaire pour épauler Holmes. Et puis c'est lui aussi qui fait en sorte de sauver son ami de son addiction. Donc c'est vraiment un personnage clé dans le film et superbement interprété par Duvall. On retrouve également Alan Arkin. Alan Arkin, on a déjà évoqué cet acteur à plusieurs reprises dans La Horde Sauvage. On l'avait croisé dans Bienvenue à Gattaca, que Michael, mon camarade de la bande, avait présenté. Et puis on l'avait également retrouvé en antagoniste principal dans le film Seul dans la nuit, face à Audrey Hepburn.
Voilà, je vous invite d'ailleurs à aller écouter ou réécouter les podcasts des films concernés. Alan Arkin, dont généralement on dit le plus grand bien, bah là je vais une fois de plus n'avoir que des choses extrêmement positives à dire de lui. Il interprète Sigmund Freud. Et il est impeccable, absolument impeccable. Hein. Alors quand on voit le film en VO, en plus, il joue vraiment sur son accent, évidemment, puisque Freud, avec ses origines autrichiennes, hein, si je ne dis pas de bêtises, évidemment, il colle à cette réalité-là, Alan Arkin, et il campe vraiment un personnage très intéressant, d'autant plus que en attendant que Holmes refasse surface, etc., Alan Arkin, pendant une partie du film, porte un petit peu l'intrigue sur ses épaules, hein, face à Robert Duval. Donc il a vraiment un rôle clé lui aussi. On a vraiment un trio de personnages, hein, Watson, Holmes et Freud, qui se partagent vraiment l'affiche et qui, si on en retire un, on déséquilibre complètement le projet et voilà, chacun apporte vraiment sa pierre à l'édifice. Côté féminin, je l'avais évoqué tout à l'heure, on la voit assez peu, hein, elle intervient assez tardivement dans le film, elle a assez peu de scènes, mais on ne peut pas ne pas parler de Vanessa Redgrave, grande actrice, hein, qui a joué aussi bien chez Michelangelo Antonioni que Sidney Lumet, que chez Joseph Losey également, James Ivory, James Gray, hein, dont je parlais tout à l'heure. On l'a vu également dans un petit rôle chez Brian De Palma dans Mission Impossible face à Tom Cruise, dans le tout premier de la série en 1996. Donc voilà, elle a joué également chez Sean Penn. Voilà, donc c'est vraiment une interprète de talent. Elle a même joué Agatha Christie dans le film Agatha, sorti en 1979, réalisé par Michael Apted. Film qui se concentrait sur un passage bien précis de la vie de la grande romancière. Pour l'anecdote, j'évoquerai un dernier comédien dans le casting, Charles Gray, qui joue ici Mycroft Holmes, alors qu'on voit pas énormément, mais bon, qui impose un petit peu sa stature très impressionnante au personnage, le frère de Sherlock Holmes, donc, eh bien, il reprendra le même rôle dans la série Granada, avec le génial Jeremy Brett. Charles Gray jouera dans plusieurs épisodes le rôle de Mycroft, comme il le fait dans ce film qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, donc petite anecdote amusante concernant cet acteur, très intéressant aussi d'un point de vue physique, je trouve qu'il colle bien dans les films de cette époque, il ne dépareille pas. Alors je vais terminer en donnant rapidement mon avis sur le film. Eh bien, quel plaisir à la revoyure. Vraiment, ça faisait quelques années que j'avais pas revu ce Sherlock Holmes attaque l'Orient Express, et c'est vraiment très très chouette. Alors le film est tellement riche que j'ai l'impression de redécouvrir à chaque fois des choses, à chaque fois que je le revois. Ça doit faire la 3e ou 4e fois que je le revisionne. Alors je suis holmésien, hein, c'est-à-dire que je me passionne pour l'univers de Sherlock Holmes et tout ce qu'a écrit Conan Doyle et tout ce qui touche de près ou de loin à cet univers-là. Donc en tant qu'holmésien, moi je prends vraiment énormément de plaisir à voir et revoir ce Sherlock Holmes attaque l'Orient Express. Je plonge sans problème dans cette époque victorienne, bon moi qui me fascine hein, d'un point de vue visuel, esthétique, je suis toujours absolument en admiration, et là bon c'est vraiment un festival pour les yeux, le film est vraiment très beau. Alors sachant qu'il a été réédité en Blu-ray, hein, donc j'invite les gens qui veulent le voir à se procurer le Blu-ray, c'est vraiment une splendeur de ce point de vue-là, voilà, des conditions un petit peu top pour redécouvrir le film. Le rythme du long métrage, j'en avais parlé, hein, qui est très rythmé, rythme très rythmé, super. Non, c'est vraiment très chouette à ce niveau-là. Et puis qualité d'écriture, les dialogues sont assez brillants, l'interprétation est magistrale. Il y a en fait rien qui pêche dans ce film. Et le résultat, c'est un moment vraiment très divertissant et assez passionnant à suivre. Alors je n'ai pas spoilé le film, hein, parce qu'il y a d'autres choses dont j'aurais voulu parler, je ne spoile pas, hein, dans Les Plaisirs Sauvages on ne spoile pas, mais jusque dans le dénouement du film, le film s'intègre, enfin le récit s'intègre complètement au canon établi par Conan Doyle, et c'est un régal pour les amateurs de Sherlock Holmes et de son univers, de se rendre compte qu'on ne se fiche pas du monde, et que c'est vraiment une réussite de ce point de vue-là également. Eh bien, il me reste à vous saluer, à vous remercier pour votre fidélité. Si vous avez écouté ce nouvel épisode, je vous invite à liker la vidéo si vous le souhaitez, c'est facile. Un petit coup de pouce, un petit commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit autour du projet. Je salue Michael qui, comme d'habitude, gère la technique et le petit montage vidéo de la vidéo YouTube qui accompagne cette chronique. Et puis rendez-vous très bientôt pour d'autres numéros des Plaisirs Sauvages sur la Horde Sauvage Podcast Cinéma, et puis pour des podcasts thématiques avec toute la bande, bien sûr. On est de retour très très régulièrement, il n'y a pas de problème. Merci à tous, et puis à très bientôt, je vous fais des bisous, et puis vive le cinéma!